sujet d'aujourd'hui concerne le pilotage d'une stratégie d'achat. Je tiens à partager ce sujet parce que je suis en charge des achats au sein d'une multinationale dans un cadre industriel multisite. Et donc, il est tout à fait logique que ça soit le sujet. Alors, pour la partie stratégie d'achat, nous allons voir rapidement quels sont les points qu'on va aborder pendant cette séance. Nous allons commencer dans un premier temps par présenter les enjeux de la mission, les enjeux de la fonction des achats. Quelle est sa mission? Dans quel environnement un acheteur ou la fonction achat évolue? Et enfin, pour arriver aux vrais leviers qui vont être utilisés par un acheteur afin de pouvoir arriver et réaliser la mission qui lui a été confiée par l'organisation et par l'entreprise. Voilà. Donc, nous savons tous qu'aujourd'hui, chaque organisation, elle existe pour produire quelque chose dans son large environnement. C'est ce qu'on appelle la mission. C'est l'objectif primaire et ultime de l'entreprise et c'est sa finalité. Faire du profit est l'une des principales finalités des entreprises. Donc, c'est la mission de toute entreprise. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le monde du travail, quand on arrive dans une entreprise, l'indicateur qui est tout le temps regardé et qui est sous la loupe, c'est qu'est-ce qu'on dégage comme résultat. Donc, c'est l'objectif prioritaire d'une entreprise et qui fait de celle-ci sa finalité et sa mission. Alors, la mission peut s'articuler autour de résultats, mais dans quelles conditions? Dans la satisfaction du client, pour assurer un chiffre d'affaires, pour assurer aussi l'épanouissement des salariés et faire gagner de l'argent aux actionnaires. Afin de dégager le résultat, qui est tout simplement un calcul entre ce que l'entreprise produit et ce qu'elle dépense. Dans cet exemple concret, on voit que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 100, elle va dépenser 50 et elle va dépenser 90 et elle va avoir un résultat de 10. Il y a deux notions qui sont prédominantes et qui peuvent un peu surgir de cette analyse. C'est qu'aujourd'hui, dans le compte de résultat de toute entreprise, le poids des achats, c'est quelque chose qui est très, très important parce que c'est ce qui forme le résultat avec le chiffre d'affaires et là on voit très bien que si on veut agir sur le résultat, on doit agir sur les achats, d'où le fait que aujourd'hui les achats prennent de plus en plus de poids. Donc on va regarder un tout petit peu parce que le poids des achats dans le résultat d'une entreprise diffère d'un secteur d'activité à un autre. Quand on parle de marques de luxe où l'achat de matières premières n'est pas forcément celui qui pèse le plus dans le résultat, mais c'est plus le côté marketing, la marque, la notion de sélection par le prix, sélection par la conception pour attirer les designers et tout ça. Donc les achats de matières premières n'est pas forcément le nerf de la guerre de cette entreprise. Donc ça permet de pondérer. Maintenant, quand on va dans des secteurs qui sont plus industrialisés, on prend l'automobile, on prend l'aéronautique, vous voyez qu'aujourd'hui, les achats, c'est 50% en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Dans le secteur automobile, c'est 70%. Donc, le poids des achats aussi diffère d'un secteur d'activité à un autre. Alors, pourquoi aujourd'hui on assiste à un engouement pour le métier des achats? C'est tout simplement une prise de conscience de la part de l'entreprise
que tous les acteurs qui contribuent dans l'entreprise, la production, la logistique, la finance, toutes les fonctions primaires ou secondaires doivent se concentrer sur le cœur de leur métier et le métier de base. Un producteur doit se concentrer sur la production, un financier doit se concentrer sur la production de chiffres financiers et le fait ou l'acte d'acheter et doit être centralisé chez aussi une fonction qui va faire de son métier de base l'achat. Et en conséquence, elle va décharger de cette tâche-là ou de cette activité-là l'ensemble des autres fonctions, la production, le commercial, la logistique, les RH, et donc va permettre à l'entreprise de fonctionner de manière plus efficace et se concentrer chacun dans son domaine sur l'optimisation de son savoir-faire au lieu d'aller passer du temps sur l'acte d'achat. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que l'achat il fait partie de la stratégie de l'entreprise. C'est un levier très important de l'optimisation pour l'entreprise. Et donc la mission des achats, c'est participer à la rentabilité de l'entreprise. Et c'est ce qu'il faut retenir un peu de cette première partie. Donc, la mission des achats, c'est s'imbriquer dans la mission de l'entreprise qui est faire du profit. Donc, elle va participer à la rentabilité de l'entreprise à travers des leviers et à travers des axes qu'on va développer ensemble. Voilà, donc encore une fois, il faut passer du temps à définir ce que c'est que la mission. Parce que c'est ce qui fait un peu le fil conducteur de toute la fonction en aval. Et donc le fait de prendre du temps, de formaliser la mission, de savoir quelle est notre mission, c'est aussi une source de motivation pour les personnes qui travaillent dans ce service-là, parce que ils visualisent un peu quelle est leur contribution dans l'entreprise et donc tous les objectifs ils vont se décliner à travers cette mission-là. Donc à présent, donc on a défini ensemble la mission des achats. On va voir comment est-ce que cette mission-là, elle peut se concrétiser et comment est-ce qu'on peut y arriver. Alors, tout simplement, pour participer à la rentabilité de l'entreprise, ça passe par plusieurs canaux. Les canaux, enfin le principal canal, c'est le coût. Le fait, c'est le coût, c'est la réduction des coûts, c'est la qualité, une meilleure qualité parlante pour l'entreprise, parce que le non-qualité, c'est un coût, et participer dans la logistique, participer dans l'innovation, et tout ça, elle doit être scellé à travers la maîtrise contractuelle. Le contrat n'est pas forcément le contrat tel qu'on le connaît avec le concept classique de contrat avec des clauses, un contrat écrit. Une négociation entre un représentant de la société et qui est l'acheteur et le représentant de l'autre société qui est le commercial, une négociation, une discussion, c'est un contrat. Donc, il faut voir le contrat et la maîtrise contractuelle dans son concept le plus large. On va développer un tout petit peu. Donc là, comme je vous ai dit, donc comment est-ce que les achats peuvent contribuer à l'amélioration des résultats de l'entreprise. C'est bien sûr en intégrant les meilleurs fournisseurs. Alors les meilleurs fournisseurs, donc en termes de coûts, donc qui peuvent permettre à l'entreprise de réduire les coûts, mais de manière permanente, parce que c'est un processus continu. Ensuite, garantir la meilleure qualité. Le coût de la non-qualité est un coût qui est très important et qui est très suivi dans le cadre d'achat à niveau important ou à un volume important. Parce que quand il s'agit de gérer des achats à échelle réduite, on
on peut rapidement se rendre compte à l'échelle peut-être d'une TPE, d'une petite entreprise, de la non-qualité d'un produit, d'une réception qui a été faite, qui n'a pas respecté le cahier de charges. Dans le cadre de PME ou de grandes entreprises, le coût de la non-qualité est un coût qui peut s'avérer très très important s'il n'est pas bien suivi, et on va voir comment est-ce qu'on peut justement, en tant qu'acheteur, suivre cet indicateur-là et contribuer à la performance de l'entreprise à travers le suivi de ce volet. Donc, les meilleurs fournisseurs, c'est aussi les meilleurs fournisseurs en termes de logistique. Il faut qu'ils assurent la plus grande flexibilité possible. Nous sommes aujourd'hui en période de Covid, et on sait très bien que les entreprises qui peuvent s'en sortir le mieux, c'est ceux qui peuvent réagir de manière rapide, de manière flexible, et qui peuvent rapidement répondre aux contraintes de cette crise. Donc la logistique en elle-même, c'est quelque chose de très important. La logistique peut se concrétiser dans un fournisseur qui peut nous livrer de manière rapide. Ça veut dire que quand on est dans une configuration, par exemple, d'entreprise multisite, qu'on ait un fournisseur qui est présent à son tour dans plusieurs villes et dans plusieurs points de vente. Donc un fournisseur qui nous livre sur les sites en évitant les coûts de transport, il assure non seulement une flexibilité, mais aussi une réduction des coûts. La valeur ajoutée, ce qui fait la différence entre un fournisseur et un autre, c'est l'innovation. L'innovation dans le sens où il faut être à l'écoute du fournisseur, et c'est l'acheteur qui est en mesure d'identifier en quoi les produits innovants du fournisseur peuvent servir à l'entreprise. Donc, il suffit d'avoir une réunion avec un fournisseur, une réunion d'information ou de veille, parce qu'un fournisseur, on le rencontre pas uniquement dans le cadre d'une négociation ou dans le cadre dans le cadre d'un problème de qualité, non. Donc, il faut prendre l'habitude de faire des réunions avec les fournisseurs pour être à l'écoute, pour les écouter, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont développé comme produit, pour vous donner aussi un écho du marché. Et toutes ces informations-là, ils sont intégrés, ils doivent être notés, bien sûr, elles doivent être organisées pour pouvoir sortir la carte de cette information une fois que l'acheteur sent le besoin en interne que l'innovation du fournisseur peut répondre à une problématique de l'entreprise. Donc c'est un sens d'écoute développé qu'il faut avoir quand on est un acheteur. Et c'est un atout en tout cas considérable. Donc tout ça fait que on peut justement arriver à une entreprise qui est performante et qui va faire du profit. Alors, on sait tous que les achats, ils sont imbriqués dans tout le processus. Donc, une entreprise, elle est là pour produire. Donc, quand on parle d'entreprise industrielle ou de service, d'ailleurs, parce que ça peut être de la production aussi de la matière grise, d'une consultation, voilà. Donc, quand on parle d'une entreprise, donc l'entreprise, pour produire, elle a besoin de matières premières, elle a besoin de matières accessoires, elle a besoin de sous-traitance, et l'achat, il est là, il est au cœur de ce processus-là pour pouvoir fournir à l'entreprise et l'aider dans sa mission. Donc, une entreprise, elle a besoin de produire, mais aussi de fonctionner, parce qu'on distingue la production et le fonctionnement. Alors, le fonctionnement, c'est à travers les matières annexes ou les matières consommables. On parle d'énergie, on parle des facility management, voilà. Et enfin, dans le cadre du même fonctionnement, il y a le fonctionnement qui est directement lié au coût direct du produit, mais il y a aussi les fonctionnements liés à toute la partie accessoire ou la partie support. On parle de la restauration, du nettoyage, de communication, marketing, de la formation. Et donc, l'achat, il est là pour répondre justement à toutes ces activités de l'entreprise, de la production ou fonctionnement.
Donc, on peut citer plusieurs exemples de transport, logistique, packaging, les voyages et déplacements, parce que l'achat aussi, il peut intervenir dans les voyages et déplacements en sélectionnant les meilleures offres en termes d'hôtels, les meilleures formules de déplacement pour le personnel. Et toute économie est à prendre, et ce sont les petites économies qui font les grandes entreprises. Enfin, les achats peuvent aussi supporter le développement de l'entreprise à travers les études et les licences, les équipements, les investissements, les bâtiments. Voilà. Donc, si on revient un tout petit peu à, aux typologies des achats qu'un acheteur peut avoir. Donc, on distingue. Il y a plusieurs critères qui peuvent être identifiés pour distinguer les types de produits qui sont achetés. Il y a plusieurs doctrines, mais aujourd'hui, donc, j'ai choisi de vous présenter celle-ci. Je vois au fur et à mesure des questions qui sont posées, donc ils sont là. Je vais par la suite, si vous voulez, m'arrêter au sein d'un paragraphe pour pouvoir répondre à 2, 3 questions. Comme j'ai choisi de vous présenter en tout cas la distinction qui me semble le plus appropriée dans un environnement industriel. Donc, on parle d'achat de production, achat de frais généraux, achat d'investissement, achat de technologie ou prestations intellectuelles et achat de sous-traitance. Donc, l'achat de production, c'est tous les achats des produits qui font partie de produit final. C'est-à-dire, c'est une composante du produit final. Là, on parle de matière première, de composante du produit final. Ensuite, on a ce qu'on appelle les frais généraux. Ce sont les frais de fonctionnement de l'entreprise qui n'entrent pas dans la constitution du produit final, mais qui sont là et qui sont dans le résultat de l'entreprise. Ce sont les charges qui sont engagées par l'entreprise qui ne font pas partie comme constituant du produit final. Ensuite, on a les investissements. Aussi, la logique des investissements et l'achat des investissements, c'est une logique à part et il y a lieu de distinguer aussi la stratégie en fonction de ce type d'achat. Ensuite, il y a tout ce qui est achat de prestations intellectuelles et de technologies. Quand on parle de consulting en audit, consulting organisationnel ou faire appel à des sociétés de conseil sur le plan technologique, sur le plan financier pour la partie formation par exemple. Donc là aussi c'est une logique différente. Les prestations, l'achat de prestations est une logique différente. Et enfin, donc on a toute la partie sous-traitance, ça veut dire toutes les activités que l'entreprise sous-traite, qui ne font pas partie de son cœur de métier, ou parfois qui font partie de son cœur de métier, mais que l'entreprise a choisi, et par choix elle a choisi de les externaliser. Voilà, donc aujourd'hui, si on vous pose la question, une entreprise, qu'est-ce qu'elle achète, on peut retenir cette distinction-là entre les différents types de produits qui sont achetés. Donc on revient encore une fois juste pour résumer un tout petit peu ce qu'on vient de dire. Donc la mission des achats, c'est de contribuer au résultat de l'entreprise, c'est de faire du profit, c'est de contribuer à cette finalité primaire et ultime de l'entreprise. Donc, comment elle peut le faire? C'est à travers la sélection des meilleurs fournisseurs en termes de coût, de qualité, logistique et innovation. Et ce sont les 4 piliers qui forment la mission des achats, qui peuvent différer en fonction qu'il s'agit de production, de frais généraux, investissement ou bien de la sous-traitance. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, c'est scellé par la maîtrise contractuelle et je pourrais partager avec vous quelques exemples aussi de contrats qu'il faut prendre le temps justement de formaliser, d'analyser en termes de risque, en termes d'opportunité, parce que c'est parfois une porte d'ouverture, parfois aussi c'est une prison
parce que le contrat, c'est des engagements et des droits. Et l'acheteur doit être assez intelligent pour engager le fournisseur et ne pas s'engager suffisamment et ne pas s'engager trop, trouver cet équilibre-là pour être flexibilité là pour agir en cas de crise, en cas de besoin. Voilà. Donc, on passe à la chaîne de valeur, donc l'environnement de l'acheteur. J'ai choisi de vous présenter un tout petit peu la chaîne de valeur de Kaplan et Norton. Donc, il y a plusieurs doctrines là aussi dans la chaîne de valeur. On va présenter celle de Kaplan et Norton, mais on va aussi enchaîner par celle de Porter qui est la plus connue. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on dit que l'entreprise, il peut être, euh, on peut la présenter sous forme de flèche. Donc, il y a toujours le mouvement. Dans le mot entreprise, il y a entreprise. Donc, il y a toujours ce mouvement-là qui commence par identifier le besoin d'un client et qui doit se terminer par satisfaire ce besoin de client. Donc ça, c'est l'input, tout ça, c'est l'output. Et ce qui se passe au milieu, c'est l'entreprise en fait, qui chacun dans sa fonction doit participer dans un pilier. L'entreprise doit bien sûr d'abord connaître son marché. Elle doit connaître son environnement, maîtriser son environnement. C'est une donnée qui est très très importante et croyez-moi, c'est un avantage très très valeureux pour un acheteur de connaître bien son marché, d'avoir les dernières informations, de recouper les informations à travers plusieurs techniques, que ça soit les réunions avec les fournisseurs, que ça soit être bien informé à travers les journaux, que ça soit recouper les informations de plusieurs fournisseurs. Quand on a affaire à plusieurs fournisseurs, on a aussi affaire à plusieurs entreprises qui font partie de plusieurs secteurs d'activité. Donc, c'est une mine d'informations. Et un bon acheteur doit savoir passer du temps au téléphone, aux réunions, pour détenir le maximum d'informations possibles au lieu de passer le large de son temps à traiter les commandes parce que ça peut s'avérer comme un atout pour y agir vite, pour avoir la bonne information, pour aller s'approvisionner chez le bon fournisseur pour éviter les intermédiaires et identifier les risques bien sûr et gérer un peu ce ratio entre la sécurité et la rentabilité d'approvisionnement. Donc une fois qu'on connaît les marchés, on a le besoin du client, on a la composante externe qui est la connaissance du marché. L'entreprise doit commencer à créer son produit et à concevoir son offre. Elle doit la développer, parce que c'est un processus continu. Celui qui ne se développe pas, il régresse. Fournir le produit, donner le service qui va avec, et le résultat final doit être la satisfaction du client. Donc, on peut identifier 3 blocs. Ça permet aussi de synthétiser, de schématiser dans la tête des personnes qui sont intéressées par l'entreprise à travailler au sein d'une entreprise. Donc, il y a une période, un cycle d'innovation. Il y a la partie opération et puis il y a le service après-vente au sein d'une entreprise. Donc, ça peut se schématiser de cette manière-là. Donc, une manière de schématiser une entreprise, c'est ça. Commencer par innover, créer le produit qui peut répondre aux besoins du client tout en intégrant notre connaissance du marché. Il y a les opérations qui s'occupent de l'exécution, développer le produit, le fournir, et puis le service après-vente. Et tout ça, la finalité, c'est satisfaire le besoin du client. Encore une fois, donc c'est toutes les fonctions de l'entreprise qui participent. On peut voir que les ventes et la recherche et développement sont plus impliqués dans la première partie innovation. Dans la partie opération, donc on peut voir qu'il y a la logistique, la production, la qualité, et puis il y a le service après-vente. Voilà. Je passe à l'analyse de Porter. Donc, moi, je trouve que l'analyse de Porter, c'est une analyse qui est très pertinente. C'est l'analyse par la chaîne de valeur. Euh, donc, on sait très bien qu'une entreprise elle cherche à obtenir un avantage concurrentiel.
et elle se doit de créer de la valeur pour ses clients pour pouvoir être rentable et subsister. Donc Porter, dans les années 80, il a mis en place cette analyse de la chaîne des valeurs et c'est une analyse d'outils, c'est un outil d'analyse stratégique en interne qui permet d'identifier au sein d'une entreprise ou d'une organisation qui sont les différentes activités clés créatrices de valeur pour le client et génératrices de marge pour l'entreprise. Donc, je vais essayer un peu de développer cette analyse de chaîne de valeur euh, parce que c'est très important pour des étudiants, pour un public large aussi, de la comprendre. Et je trouve que c'est une théorie qui a été développée pendant les années 80 et qui reste toujours valable et qui permet bien sûr de schématiser, de synthétiser l'entreprise et d'identifier le rôle de chaque fonction de l'entreprise. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'entreprise, elle peut être composée de plusieurs fonctions, des fonctions primaires et des fonctions qui sont horizontales. Les fonctions primaires, bien sûr, c'est la logistique, la production, les ventes et les services. C'est comme ça que Porter nous les a présentés. Et les fonctions qui sont horizontales, qui sont des fonctions de support, comme on les appelle, les achats, le développement technologique et le management des ressources humaines. Donc, le but d'une entreprise, c'est créer de la marge, c'est-à-dire à travers les fournisseurs qui vont transporter la marchandise, qui vont fournir à l'entreprise la matière première. Et quand on dit matière première, c'est pas uniquement la matière première qui rentre dans la production ou dans les composants du produit, c'est aussi tous les achats qui vont avec. Qui vont de la matière première aux prestations de services, aux prestations de maintenance. Tout ça, ce sont des intrants de l'entreprise et qui sont utilisés par plusieurs fonctions. Donc, ça commence par la logistique, bien sûr, parce que la logistique comprend le processus d'acquisition des ressources qui permettent à l'entreprise de produire ses biens et ses services. Donc, il y a également la partie production. Donc, bien sûr, la production, c'est utiliser les biens qui sont reçus pour pouvoir produire le produit qui a été conçu et qui est censé répondre aux besoins du client. Ce produit-là, il est ensuite confié aux gens de la vente qui doivent le vendre et le vendre bien. Donc, ils participent, que ça soit à travers aussi le marketing, à travers la force de vente. Donc, tout ça, ça fait partie de la fonction des ventes pour pouvoir permettre la vente des produits qui sont acheminés, qui sont transformés. Et enfin, le service, c'est la distribution. Donc ou bien le conseil ou le service après-vente. Donc, la distribution peut se faire directement auprès du consommateur final ou bien peut être confiée à des canaux de distribution. Voilà. Donc ça c'est la chaîne des fonctions primaires, mais on peut voir que les fonctions support, le management des ressources humaines, le développement technologique, l'achat et approvisionnement, et c'est là notre point. Donc on voulait un peu le situer dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc l'achat, donc il accompagne toutes ces fonctions primaires depuis l'arrivée du bien jusqu'à la vente de biens. Le but de toute entreprise, c'est créer de la marge. Donc, il faut que entre les intrants, entre ce que l'entreprise a utilisé comme fonction, il faut créer de la marge parce que c'est le but de l'entreprise et bien sûr c'est ce qui fait sa finalité et la marge, c'est la rentabilité, c'est le résultat. Donc, pourquoi je me suis attardée un tout petit peu sur ce schéma-là, c'est pour pouvoir vous situer les achats dans l'entreprise. Donc, c'est une fonction support, c'est une fonction transversale
qui est amené à créer de la valeur, à créer de la marge au sein de toutes les étapes de l'entreprise, de la logistique, la production, les ventes et les services. Et donc c'est comme ça qu'il faut aussi la positionner au sein de l'entreprise. Donc on sait que maintenant quelle est la mission, on l'a bien définie. On sait que la mission fait qu'il faut contribuer à la rentabilité. J'essaie un peu de résumer la rentabilité de l'entreprise à travers la sélection des meilleurs fournisseurs en termes de coûts, de logistique, en termes d'innovation et de qualité. Comment y arriver? Donc, c'est en s'imbriquant un peu dans la création de la valeur. La création de la valeur, ça veut dire on participe dans les différentes étapes de la création d'un produit au sein de l'entreprise. Donc, très rapidement, on va passer au slide suivant. Donc là, c'est la définition de la mission de chaque fonction, la logistique, la production, les méthodes, la recherche et développement, la qualité, la finance, les ventes. Donc toutes ces fonctions-là, bien sûr, ils participent dans la chaîne de valeur. Et les achats, comme on l'a bien vu, donc elles s'imbriquent dans toutes les étapes de l'entreprise, comment elle peut le faire. Si on prend la logistique, par exemple, l'achat, elle permet à la logistique d'optimiser les coûts. À travers quoi? À travers le groupage, par exemple, des commandes. Un acheteur qui passe une commande individuelle pour chaque besoin reçu pour le même produit, ou bien pour des produits différents mais chez le même fournisseur, ça fait une différence. Si il passe une seule commande et qu'il la groupe en termes de transport, plutôt que de passer plusieurs commandes individuelles et qui peuvent être acheminées de manière séparée. Donc c'est du coût de transport en plus pour l'entreprise. Et c'est comme ça qu'il peut participer dans l'optimisation des coûts logistiques. Comment est-ce qu'il peut contribuer dans la production? C'est bien sûr cette capacité-là de développer le produit avec la production, d'amener de nouveaux fournisseurs qui peuvent supporter le développement du fournisseur, être à l'écoute du marché encore une fois pour rapporter toutes les nouvelles technologies, toutes les innovations qui sont dans le marché et que l'entreprise n'a pas forcément peut-être identifié en termes de besoins, mais une fois que l'acheteur va communiquer sur ça, sur les nouvelles tendances du marché, les développements du marché, ben ça peut être une opportunité pour un tel ou pour un tel. Et ça fait toute la différence justement entre les entreprises, entre un bon acheteur qui est à l'écoute du marché et un acheteur qui se suffit de passer les commandes et de faire les consultations. Donc, si on prend l'exemple de la finance, par exemple, les achats, ils peuvent participer à travers les délais de paiement, tout simplement, ou les moyens de paiement, ou des schémas de facturation. Un exemple tout concret, ben, les délais de paiement qui est un souci plus financier, c'est-à-dire le cash, le cash, on sait très bien que c'est un objectif financier, mais les achats, ils doivent participer à cet objectif-là en travaillant sur les délais de paiement, en négociant le délai de paiement que l'entreprise est prête à offrir et que l'autre fournisseur est prêt à supporter. Parce que là aussi, il y a des limites à la négociation. La survie de l'entreprise et la durabilité de l'entreprise, elle est faite aussi de la durabilité de ses fournisseurs. Voilà. Donc, c'est des exemples un peu qui peuvent illustrer que la mission des achats aujourd'hui s'imbrique dans toutes les fonctions de l'entreprise et à chaque fonction, donc c'est une fonction, c'est une fonction transversale, fonction de support, et donc de support à toutes les étapes de l'entreprise. Donc, un acheteur doit avoir un talent d'Achille parce qu'aujourd'hui c'est le lien entre le fournisseur et entre l'entreprise. Et elle doit intégrer elle doit être dotée j'essaie en même temps de vous présenter un tout petit peu le profil d'acheteur parce que c'est pas le sujet, c'est plus la stratégie d'achat, mais je partage avec vous en tout cas
quel est le profil qui peut s'adapter le plus aux achats ou qui sont les compétences et les soft skills qu'il faut développer pour être un bon acheteur. Ça peut donner envie à certains d'entre vous d'être dans son métier et de rejoindre ce métier-là. Donc un acheteur, donc c'est un lien entre le fournisseur et l'entreprise. C'est un lien entre les fournisseurs et l'entreprise dans ses différentes fonctions, et lui au sein vis-à-vis du fournisseur aussi, il est en face de toute la complexité aussi de la structure du fournisseur. Ça veut dire c'est quelqu'un qui doit comprendre comment est-ce que le fournisseur, qu'est-ce que le fournisseur produit, quelle est sa chaîne logistique, comment est-ce qu'il vend, il doit être en contact avec la direction. Donc, c'est vraiment un lien entre le fournisseur et l'entreprise. Et plus ce lien il est fort et plus ce lien fonctionne, mieux les deux se portent, à la fois l'entreprise où l'acheteur travaille et le fournisseur qui a affaire à lui. J'ai choisi de vous présenter une pondération des différents métiers des achats. Donc, on avait parlé de plusieurs de critères de classification des types d'achats. On a parlé de la production, des investissements, des frais généraux, des investissements projets, et donc les différents achats exigent différents profils et différentes interactions, et la pondération dépend de ce qu'on achète. Donc, toutes les entreprises ne sont pas forcément dotées de cette configuration, à savoir une spécification ou une spécialisation d'acheteurs par type d'achat. Donc, dans les structures qui sont un peu plus grandes, où on parle de plus d'un milliard de dirhams, par exemple, d'achat, on est amené justement à avoir des achats qui sont spécialisés par type de produit. Donc, on va trouver généralement un acheteur de matières premières, un acheteur de capex ou d'investissement, un acheteur de frais généraux ou des services, un acheteur projet qui travaille plus sur la recherche et développement, et puis un business analyst ou un contrôleur de gestion qui va traiter toutes les données et qui va identifier plusieurs ratios qui vont permettre de suivre par la suite le déploiement de la stratégie d'achat. Donc là, c'est une pondération du poids de chaque d'interaction avec chaque service en fonction du profil. Donc on peut ici observer qu'un acheteur de production, il est en interaction avec toutes les fonctions de l'entreprise de manière un peu égale, contrairement à un acheteur d'investissement qui est plus axé sur la finance, par exemple, parce que quand on parle d'investissement, on parle de simulation de rentabilité, de simulation de business plan sur 10 ans. Donc, il est en interaction avec la finance pour pouvoir alimenter avec les données. Il est en interaction aussi avec la méthode et production, parce qu'il s'agit généralement de développement de nouvelles machines, nouvelles lignes de production. Voilà. Mais encore une fois, ces différents métiers des achats, ils existent dans des entreprises qui sont à grande échelle, mais c'est une organisation qui est classique pour les achats industriels. Donc là, on peut observer que, par exemple, on a un directeur des achats auquel est adossé un contrôleur de gestion qui va être en charge de l'analyse des données, et il y a des pôles ou des pôles d'achat en fonction de la spécialité. On peut trouver un acheteur d'investissement, un responsable achat projet, un responsable achat de frais généraux et un responsable d'achat production. Et au sein même de la production, on peut trouver aussi des catégories quand il s'agit de montants qui sont très, très importants. Je vais peut-être commencer cette partie-là, mais on va terminer lors des prochaines séances euh,
la concrétisation en fait de tout ce qu'on vient de dire. Ça veut dire qu'une fois que la mission elle est établie, une fois qu'on connaît, qu'on a identifié quelle est l'interaction du métier des achats au sein de l'entreprise, donc là on passe, si tu veux, au métier d'un acheteur, c'est-à-dire concrètement comment est-ce que cet acheteur peut concrétiser cette mission, élire et choisir les meilleurs fournisseurs. Alors, on va rapidement énumérer les leviers principaux, mais on aura l'occasion de les présenter lors de la prochaine séance. Donc, les 5 leviers qu'un acheteur peut utiliser pour pouvoir arriver à cette mission, c'est la conception ou la reconception des produits, la négociation, le resourcing, l'optimisation de la supply chain et le support fournisseur. Donc, une définition rapide sur chaque point. Conception et reconception des produits. Donc, c'est un acheteur, s'il veut amener de la marge, il veut créer de la valeur, il doit participer à la conception de nouveaux produits qui peuvent permettre à l'entreprise de satisfaire son besoin. Ce levier, il n'est pas forcément très courant. Pour vous donner aussi une idée sur la pratique, c'est pas forcément le levier qui est le plus courant, mais c'est un levier qui est très rentable et qui fait toute la différence et un avantage concurrentiel entre une entreprise et une autre. Comment est-ce qu'un acheteur aussi peut amener de la valeur ajoutée? Comment est-ce qu'il peut amener du résultat? C'est en négociant. Quand on est un très bon négociateur, quand on maîtrise les stratégies de négociation, on peut négocier mieux parce que la négociation, c'est une science. C'est une science, bien sûr, combinée aussi à des soft skills et aussi des qualités personnelles. Et donc, les deux ensemble, quand ils sont bien travaillés, on peut vraiment faire la différence entre un bon négociateur et quelqu'un qui fait du marchandage. Et on aura l'occasion d'en parler. Donc, pour la partie resourcing, c'est comment est-ce qu'on sélectionne un article? Comment est-ce qu'on sélectionne un fournisseur face à un besoin exprimé? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on a choisi le meilleur produit et le meilleur rapport qualité-prix? Et donc, c'est une démarche là aussi qui est très structurée et qu'il faut respecter pour pouvoir amener le plus de valeur ajoutée. Donc, l'optimisation de la supply chain, et aujourd'hui, la supply chain, c'est le nerf de la guerre. Un acheteur peut y participer de manière très active. Il peut amener de la valeur de son angle. Et enfin, c'est le support fournisseur. Parce que la relation entre le fournisseur et l'entreprise n'est pas une relation unidirectionnelle. Il faut que une grande entreprise, elle peut amener les petits fournisseurs ou les entreprises petites qui sont des fournisseurs à grandir avec elle et développer à ce moment-là des business. Et ça fait plaisir de voir, par exemple, dans le cas de mon entreprise, que plusieurs fournisseurs avec lesquels on a commencé très petit, à petite échelle, et au fur et à mesure, ils ont grandi avec l'entreprise et aujourd'hui, ils sont devenus des leaders sur leur secteur d'activité. Et bien sûr, ils travaillent avec d'autres entreprises et ça fait plaisir de voir que l'entreprise peut les supporter. Donc, je vais pas détailler ces 5 leviers. On va en parler lors de la prochaine séance. Au niveau des questions, donc les KPI. Donc, alors les KPI, donc si vous voulez, le KPI des achats, le KPI classique, c'est les savings. C'est les savings. Bien sûr, dans le KPI d'une entreprise, et je vais citer la mienne. Donc, on commence par la sécurité. Donc, les indicateurs d'un service achat, ils sont un peu la déclinaison des indicateurs et des objectifs de l'entreprise. Donc, l'objectif d'une entreprise, et je prends la mienne, c'est d'abord la sécurité des gens. Donc, ça fait partie des indicateurs des achats. On peut encore participer à travers d'abord la sensibilisation des fournisseurs. On a aussi des codes de sécurité et des chartes de sécurité qu'on distribue à nos fournisseurs. Et on les pousse à se mettre à ce niveau-là.
Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est lié aux ressources humaines, aux personnes, au talent management. Euh, Bien sûr, la qualité la qualité et la performance du service achat ou de la direction des achats, il est sensiblement lié au degré de motivation des personnes, à l'adéquation entre le profil et la mission et les objectifs. Donc, ça fait partie aussi des indicateurs. Et vient ensuite les indicateurs qui sont opérationnels. Et sur la partie indicateurs opérationnels, la première chose qui vient, c'est les savings, c'est-à-dire que l'entreprise elle a comme objectif d'avoir un résultat donné X. Dans ce résultat-là, les achats doivent participer à travers un nombre, un montant en millions de dirhams en termes de saving ou de cost saving. Donc là, les achats doivent essayer de trouver des pistes de saving, d'où l'importance d'avoir un business analyst aussi qui permet d'identifier les choses sur lesquelles on peut s'améliorer à travers des ratios historiques. Et ensuite, alors ça c'est la partie sourcing, parce que dans les achats et donc peut-être qu'on n'a pas le temps de développer ça tout de suite. On a la partie sourcing, on a la partie aussi procurement. Donc procurement c'est l'émission des bons de commande, c'est la gestion des bons de commande. Dans la gestion des bons de commande, on a des indicateurs qui sont un peu plus classiques, notamment le délai de traitement des demandes d'achat, les modifications qui sont apportées à la commande. Donc, des indicateurs qui sont liés au procurement. Mais je vais préparer un slide sur les KPI pour pouvoir être plus étendu sur ce sujet-là. Concernant l'évaluation des fournisseurs, alors l'évaluation des fournisseurs, ça va venir lors de la prochaine séance, mais je vais définir rapidement. Donc, déjà au moment de la sélection des fournisseurs, on a des critères d'éligibilité qu'on appelle, il y a des critères qui sont des critères éliminatoires et des critères qui sont nice to have ou des critères qui sont moins importants, mais c'est des critères qui permettent de faire la différence avec d'autres fournisseurs. Donc, c'est en fonction des critères qu'on a définis que le fournisseur va être évalué. Et ça va différer d'un fournisseur à un autre. Sur le paragraphe resourcing, on a une présentation un peu des critères d'éligibilité des fournisseurs et ça va être ça les critères d'évaluation. Donc ensuite le calcul de non-qualité. Alors le calcul de non-qualité, ça peut se mesurer de manière différente en fonction du type de produit. Si la qualité au sens large, c'est une atteinte, ou la non-qualité, c'est une atteinte aux ressources en termes de produits, en termes de temps. Donc le coût de non-qualité, ça serait aussi quand on reçoit une marchandise en retard et qu'aujourd'hui ça fait qu'on est en retard dans nos commandes aussi. Bon, ça c'est de la non-qualité qu'on peut mesurer et donc c'est la marge qu'on n'aura pas fait. Quand il s'agit par exemple d'un produit qui est défaillant et qui n'a pas permis à la machine de marcher correctement, qu'on a utilisé mais qui n'a pas permis à la machine de marcher correctement, c'est le temps de marche de la machine. Ça aussi peut être du coup du stockage. Si on reçoit du stock control ou une quantité supérieure à celle qu'on a commandée et qu'on n'a pas stocké, c'est le coût de stockage. Il y a plusieurs manières d'identifier le coût de non-qualité. C'est plus question de bon sens qu'une doctrine en particulier. Mais en gros, c'est tous les impacts financiers qui ont entaché l'entreprise, petit ou grand encore une fois. Voilà. Donc, je pense que je vais mettre fin au live. Je remercie tous ceux qui ont assisté. Et voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, pour voir un peu quels sont les leviers principaux de la fonction des achats. Au revoir.